du Sri Lanka. L'Assemblée va écouter une allocution de Son Excellence le président de la République du Guatemala, César Bernardo Arévalo de León. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence et je l'invite à prendre la parole face à l'Assemblée. Señora Presidenta de la Asamblea. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Madame Annalena Baerbock, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Monsieur Antonio Guterres, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, bon après-midi. Khun Resilal, Tuktuk Ilal, Ut Sail Cholejil, Chok Reheb Litenamit, Sarau Chichoch, Sa Ishkabaeb, Likaib Chi Tenamit Re Guatemal. Traigo. Je vous transmets un message de paix et d'harmonie. Un message que je transmets à tous les peuples du monde au nom des 4 peuples du Guatemala. Les mots que j'ai prononcés proviennent du cœur de l'Amérique, de territoires habités pendant des siècles par le peuple Quechí, dans le nord du Guatemala. Je vous ai salué dans une langue qui est parlée dans la région de la Verapaz, c'est-à-dire la paix véritable. Cette région n'a été incorporée au territoire gouverné par la puissance coloniale espagnole par des moyens pacifiques qu'après 20 années de résistance digne. Et je transmets aujourd'hui ces mots pour appeler à la paix véritable, cette paix qui aujourd'hui semble si lointaine. Dans le calendrier ancestral des peuples mayas, les périodes de 20 ans sont appelées Catunes. On peut donc dire qu'en 2025, l'ONU célèbre son 4e Catun depuis sa création. Cela signifie qu'un cycle se clôt et qu'un autre s'ouvre. Nous sommes mis face à une occasion à saisir pour rechercher le bien-être, mener une réflexion, pour réparer ce qui est brisé, pour rendre la justice, pour prendre un nouveau départ. Voilà 80 ans, les peuples et les gouvernements du monde ont décidé de forger des liens d'un type nouveau. Sur les décombres d'une guerre qui avait ébranlé les convictions les plus profondes de l'humanité aux 4 coins du monde, est née la certitude du dialogue et de la coopération comme étant des outils essentiels pour bâtir un monde nouveau. Pour transformer la peur, la consternation, la honte en espoir, en responsabilité et en engagement indéfectible en faveur de la paix. Aujourd'hui, l'ombre de la guerre bouche de nouveau l'horizon. Les abus militaires perpétrés contre des communautés vulnérables choquent l'humanité tout entière. La crise actuelle nous met face à la réalité. Il est clair que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait pour réaliser notre idéal d'un monde où la vie et la dignité de toutes les personnes seraient respectées de façon inconditionnelle. Nous devons rappeler l'élan de 1945, le courage de ces dirigeants qui ont osé penser qu'un monde fait de paix, de justice, de solidarité et d'harmonie était possible, et qui se sont mis au travail pour le bâtir. Nos prédécesseurs ont imaginé, bâti et nous ont laissé en héritage une enceinte permanente de dialogue et de connaissances mutuelles, fondée sur une conviction, à savoir que le destin de chaque nation est aussi le destin de toute l'humanité. Une enceinte où les voix de tous les pays pourraient être écoutées, quelle que soit leur taille, la taille de leur économie ou la taille de leur armée. Une enceinte multilatérale, reposant sur le principe de l'égalité souveraine, visant la paix et engagée à ne pas permettre la redite des souffrances du passé, engagée à défendre pleinement tous les droits humains. Cette organisation a été bâtie sur la base du principe selon lequel aucune nation à elle seule ne peut garantir la sécurité mondiale. Nous aurions dû nous rendre compte
que la puissance brute sans garde-fou risque de déchirer de façon irréversible le tissu de l'humanité. Nous devrions avoir appris que les progrès en matière de science et de technologie peuvent entraîner des catastrophes inimaginables. S'il reste entre les mains d'un pouvoir sans aucun frein, nous aurions dû apprendre que tout mécanisme international doit être accompagné par des accords robustes, contraignants, réalistes, pour être efficace. Mesdames et messieurs, le monde a changé depuis 1945. Et comment? Cette organisation a contribué en grande mesure au processus de décolonisation. Elle a contribué aussi à stabiliser les zones de conflit armé, à mettre fin au conflit dans de nombreux théâtres de par le monde, y compris au Guatemala. Les différents organes des Nations Unies ont travaillé activement au bien-être des peuples aux quatre coins du monde et ont permis des progrès de taille grâce à la coopération et à l'appui mutuel, dans des domaines comme la santé publique, la protection de l'environnement, la lutte contre la pauvreté et la promotion de l'égalité de genre. Mon pays a fait lui-même l'expérience du tournant radical qu'a représenté la création de l'Organisation des Nations Unies. L'ONU a universalisé l'idée d'avoir recours à la diplomatie multilatérale pour régler les conflits. Notre pays a assisté à la conférence de San Francisco, animée par l'esprit transformateur de la révolution démocratique du 20 octobre 1944. Une révolution qui, encore aujourd'hui, est considérée comme une inspiration pour les aspirations en Amérique en matière de souveraineté, dignité et véritable indépendance. Et pourtant, à partir de 1960, les Guatémaltèques ont été les victimes d'une des guerres internes les plus longues et sanglantes de notre continent. Une guerre qui a fait des centaines de milliers de victimes, qui s'est accompagnée de violations innombrables des droits humains et qui a profondément blessé l'âme collective guatémaltèque. Ce long chapitre d'intolérance et de violence politique a pris fin en 1996. Depuis lors, nos gouvernements ont adopté les accords de paix, un cadre pour garantir le respect des droits humains et la non-répétition de l'horreur sur laquelle nous avions tourné la page. Le rôle de la mission de vérification des Nations Unies pour le Guatemala, la MINUGUA, a été déterminant. La mission a permis aux différents secteurs de notre pays d'être absolument certains que la paix était possible. Cette lutte ne cesse jamais. Nous continuons de rencontrer des défis de taille au sein de notre société. La démocratie au Guatemala a été étayée par les Nations Unies et par d'autres organes multilatéraux comme l'Organisation des États américains. Ces dernières décennies, nous avons reçu un appui pour consolider nos institutions dans le secteur de la justice et pour lutter contre la corruption et l'impunité. Grâce à cela, le peuple guatémaltèque a pu redoubler d'intensité dans sa lutte pour garantir une gouvernance efficace, une justice indépendante, des élections régulières et transparentes et un avenir caractérisé par le progrès et le bien-être. Après un cycle bien long de démantèlement des institutions, une période pendant laquelle la corruption était habituelle et intrinsèque, le Guatemala a repris le chemin de la démocratie. Nous sommes convaincus que garantir l'intégrité de nos institutions est indispensable pour consolider notre démocratie. Même si nous sommes assaillis par des acteurs antidémocratiques qui se sont fait leur place dans notre système judiciaire. Dans un contexte hostile, nous avons adopté des mesures pour lutter contre la corruption et contre l'impunité, pour promouvoir la transparence et la reddition de comptes. Mon gouvernement défend, promeut et protège les droits humains avec la dernière énergie. Nous restons déterminés à protéger les libertés consacrées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Après plus de 7 ans, nous avons de nouveau ouvert nos portes aux mécanismes de contrôle du système universel de protection des droits de l'homme. Nous avons reçu déjà 7 visites officielles
dont la visite du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits humains, la visite de la rapporteure spéciale sur l'indépendance des avocats et des magistrats et la visite du rapporteur spécial sur un logement digne. Cela étant dit, même si nous avons réalisé des avancées, cela ne suffit pas. Le processus de changement que nous traversons actuellement exige de nous que nous améliorions nos processus de prise de décision. Dans un pays où l'exclusion et la discrimination étaient quotidiennes au sein de l'administration publique, mon pays est en train d'abattre des obstacles historiques, en travaillant la main dans la main avec les autorités ancestrales des peuples autochtones, avec la société civile et avec différents secteurs privés, différents secteurs industriels, pour ensemble donner un coup de fouet au développement partout dans notre pays. Nous savons en effet que la démocratie reste un rêve sans justice sociale et que la justice sociale est impossible sans démocratie. Nous sommes lancés dans une lutte définitive contre les acteurs corrompus qui veulent, quoi qu'il en coûte, garder les institutions sous leurs bottes et perpétuer l'impunité. Ils pénalisent et harcèlent les dirigeants autochtones qui défendent la démocratie comme Luis Pacheco, les journalistes qui dénoncent la corruption comme José Rubén Zamora et les acteurs qui réclament la justice comme Virginia La Parra. Ils persécutent toutes les personnes qui s'opposent à leurs desseins. En 2026, le Guatemala va connaître une épreuve cruciale. En effet, nous devons élire de nouvelles autorités à la tête d'organes clés en matière notamment de justice. Il est indispensable que ces élections aient lieu en toute transparence, de façon impartiale et dans le respect de la loi. C'est la raison pour laquelle nous avons officiellement demandé d'être accompagnés sur le plan technique et politique par nos partenaires stratégiques pour veiller à ce que ces élections soient légitimes et respectent les normes les plus strictes en la matière. Nous voulons préserver notre démocratie. Nous voulons pouvoir construire un état de droit véritable au Guatemala. J'invite toute la communauté internationale à continuer d'appuyer nos efforts à travers un suivi technique, un appui institutionnel et un appui à la vigilance. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les délégués, outre les efforts que nous déployons à l'intérieur de nos frontières, nous avons assumé nos responsabilités vis-à-vis de nos voisins et du monde entier. Nous sommes en passe de renforcer nos capacités pour accueillir les milliers de migrants qui transitent par notre territoire. Nous voulons veiller à ce qu'ils se voient réserver un traitement digne, celui que nous exigeons pour les Guatémaltèques à l'extérieur de notre territoire. Parallèlement, nous avons pris à bras-le-corps les causes structurelles de la pauvreté qui obligent tant de nos ressortissants à migrer. Et nous sommes en train de renforcer aussi les services proposés à nos ressortissants qui se trouvent aux États-Unis et au Mexique. Avec les pays voisins, nous avons lancé des initiatives de taille pour lutter contre la criminalité transnationale organisée et le trafic de stupéfiants. Nous participons de façon active à cette mission de maintien de la paix et nous contribuons aussi, via le déploiement de 150 personnes, à la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Nous appuyons la proposition faite par le secrétaire général visant à faire de cette mission une mission hybride, appuyée par l'organisation et financée grâce aux contributions permanentes pour le maintien de la paix. Nous disons de nouveau notre appui à Haïti et aux efforts déployés par ce pays pour retrouver la stabilité avec l'appui de la communauté internationale. Mesdames et Messieurs les délégués, les changements climatiques représentent la menace existentielle la plus redoutable pour l'humanité. Et nous ne pourrons venir à bout de cette menace que grâce à une action collective de la part des peuples et des gouvernements du monde entier. Un bon exemple en la matière est le nouveau partenariat établi avec nos pays voisins, le Mexique et Belize, pour garantir la protection du couloir bioculturel de la forêt maya, l'un des principaux poumons de notre continent.
Mon pays n'est responsable que d'une part infime des émissions mondiales. Pourtant, nous sommes l'un des pays les plus vulnérables face à leurs conséquences. C'est la raison pour laquelle nous avons donné un nouveau souffle au Conseil national sur les changements climatiques qui a été consolidé. Il a pour mission de se pencher sur les plans, les stratégies et les objectifs nationaux pour contribuer à la recherche de solutions communes. Nous savons que de nombreux pays ont besoin d'avoir un accès réel à des financements pour l'action climatique, au transfert de technologies et doivent bénéficier d'un renforcement des capacités. C'est pourquoi nous exhortons tous les pays à s'acquitter de leurs promesses de financement climatique et à accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris. Nous voulons coopérer avec nos voisins pour protéger les personnes migrantes, adopter les mesures qui s'imposent pour protéger notre environnement, participer activement aux opérations de maintien de la paix, proposer notre expérience et nos connaissances lorsque c'est nécessaire. Voilà comment le Guatemala compte jouer le rôle qui est le sien au sein de cette vaste mosaïque qu'est l'Organisation des Nations Unies. Madame la Présidente, la future résolution qu'adoptera prochainement la Cour internationale de justice viendra mettre fin aux différends territoriaux, insulaires et maritimes entre le Guatemala et Belize. La phase écrite a pris fin et les audiences devraient avoir lieu l'année prochaine, suivies d'une sentence. C'est là une occasion historique qui s'offre à nous pour ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre nos deux pays. Savoir résoudre cette controverse de façon pacifique, c'est donner l'exemple, montrer comment les différends, même les plus complexes, peuvent céder la place à la paix et à la coopération. Nous réitérons notre détermination à consolider nos relations bilatérales avec Belize sur la base du respect mutuel, de la coopération pacifique et du respect du droit international. Mesdames et messieurs les délégués, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Le dialogue et la recherche du consensus sont considérés aujourd'hui comme des signes de faiblesse. L'ombre de l'autoritarisme s'allonge dans bien des territoires de notre planète. La désinformation pousse de nombreuses personnes à souhaiter des solutions rapides, même lorsque cela signifie qu'il faut réaliser le sacrifice de sa liberté. À une telle époque, nous avons l'obligation de réaffirmer l'importance des valeurs et des principes qui, 8 décennies durant, ont guidé cette organisation. Mon pays lance un appel vibrant et urgent. N'oublions pas que le multilatéralisme, c'est une question d'humanité. L'humanité, c'est-à-dire l'ensemble des êtres humains qui habitent cette planète, qui souhaitent l'égalité, le bonheur, le bien-être. Mais par humanité, on entend aussi la qualité des êtres humains qui leur permet de ressentir de la compassion, de l'empathie, de se sentir offensé, profondément offensé face à tout type d'injustice commise contre un de nos pareils. Aux yeux du Guatemala, il est très clair que l'injustice, où qu'elle ait lieu dans le monde, est inacceptable. La tâche principale de l'ONU, c'est de nouveau établir cette certitude. Nous pouvons et nous devons vivre en paix. L'aspiration universelle d'un monde libéré de la guerre, la soif d'une paix durable doivent passer nécessairement par des processus légitimes, pluriels, inclusifs, pour que les prises de décision soient plus efficaces. Cette recherche de légitimité ne doit pas être un frein ni une excuse pour reporter les mesures nécessaires. L'Organisation des Nations Unies ne s'est pas acquittée de son mandat, n'a pas su agir lorsqu'un appareil militaire anéantit des individus, des familles, des communautés, des populations entières au nom de la sécurité et de la souveraineté, ce qui est en train de se produire alors même où nous parlons en Ukraine, au Soudan et à Gaza. Nous devons mettre fin immédiatement aux attaques et garantir l'arrivée d'une aide humanitaire sur tous les territoires en guerre. Nous devons faire cesser l'invasion de l'Ukraine, faire cesser la guerre au Soudan, faire cesser totalement les souffrances et les morts de civils à Gaza. Et nous appelons aussi à la remise en liberté immédiate et sans condition des otages. Le Guatemala, comme nous le faisons depuis 1947, appelle à de nouveau choisir la recherche d'une solution pacifique au conflit entre Israël et la Palestine pour garantir l'existence d'un État pour le peuple palestinien et qui permette la coexistence pacifique avec l'État d'Israël.
Nous n'aurions pas dû arriver si loin. Nous devons apprendre de cet instant douloureux et agir en conséquence, comme d'autres l'ont fait ces 8 dernières décennies ici. Nous devons donc débattre et mettre en branle des réformes pour modifier le système des Nations Unies, pour que notre travail devienne plus efficace, plus proche du terrain et des peuples du monde. Nous devons permettre à l'ONU d'avoir davantage d'impact dans les 3 domaines fondamentaux de son action, c'est-à-dire la paix et la sécurité internationale, le développement durable, les droits humains. Nous le répétons, il est urgent de réformer le Conseil de sécurité. Cet organe appelé à veiller à la paix et à la sécurité internationale doit être le reflet des réalités du XXIe siècle et non pas le reflet de structures géopolitiques caduques. C'est pourquoi nous voulons une structure plus représentative, plus démocratique, sans droit de veto et correspondant aux réalités géopolitiques de l'heure. En la matière, j'aimerais reprendre à mon compte les propos tenus par un ancien secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, qui a dit « Cette organisation n'a pas été créée pour emmener l'humanité au paradis, mais pour la sauver de l'enfer. » Je m'adresse au peuple du monde. Le multilatéralisme est aujourd'hui en crise. Sa survie sera possible si les nations libres agissent ensemble, si elles se montrent à même de le réformer en profondeur. Nous ne pouvons plus perdre de temps, nous devons lutter pour que les Nations Unies soient une communauté d'êtres humains, des êtres humains unis, prenant soin de la vie sous toutes ses formes, partout. C'est la seule façon de garantir la paix véritable, la vera paz. Merci beaucoup. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président du Guatemala.